plus long. C'est pas là que je tiens à le souligner. Donc, je recommence le texte dramatique et sa mise en scène, une œuvre hagiographique, l'exécution et une manifestation contemporaine. C'est ça. On va refuser dans la conception de titre, alors nous y voici. Elle voulait pas. Alors là, on va aborder un champ disciplinaire différent, donc celui de la mise en scène et plus particulièrement des arts vivants. Donc moi, je me suis intéressée au texte dramatique et donc ses médiations, et plus particulièrement à ses mises en scène qui, pour moi, lui permettent de survivre et de transcender le temps. Donc j'ai choisi d'introduire ma réflexion donc sur ce texte dramatique et la mise en scène, et de partir de la théorie des modes d'existence des œuvres d'art de Nelson Goodman. En effet, il va distinguer deux régimes d'œuvres, donc les œuvres autographiques et les œuvres allographiques. Gérard Genette, dans son ouvrage de 1994, intitulé « L'œuvre de l'art, immanence et transcendance », va reprendre cette théorie pour mieux l'étayer. Pour lui, il va nommer les œuvres autographiques d'œuvres à immanence physique. Ce seront les artefacts donc matériels, physiques, plastiques, donc des œuvres purement matérielles. Elles vont comprendre les peintures, les sculptures, les édifices. Et puis, il va renommer aussi les œuvres allographiques par les œuvres à immanence idéale. Et ce sont par exemple donc, le texte littéraire, le texte dramatique, la partition musicale, etc. Les œuvres allographiques donc, peuvent déborder de leur mode d'existence et atteindre ce qu'il appelle la transcendance. C'est-à-dire qu'une même œuvre peut donc connaître plusieurs états dont les réceptions sont différentes. Ainsi, il souligne: un objet d'immanence idéale est en revanche multiple, en ce sens très particulier qu'il est susceptible d'innombrables exécutions ou manifestations. C'est ce point que je vais approfondir ici. La mise en scène d'un texte dramatique constituerait ainsi son exécution et donc sa manifestation dans le temps. La théorie de l'œuvre allographique donc s'applique à notre sujet d'étude. Le texte dramatique d'origine, qu'il soit antique, classique, moderne, va transcender le temps et survivre donc par ses mises en scène contemporaines et aussi par ses réceptions. Comme va l'affirmer Genette, l'existence des œuvres consiste en une immanence et une transcendance, soit parce qu'elles s'incarnent en plusieurs objets, soit parce que leur réception peut s'étendre bien au-delà de leur présence et d'une certaine manière survivre à leur disparition. Cependant, le texte subit ce que Genette va appeler une altération. Ainsi, il dit « Alors que les objets d'immanence autographique, donc les objets physiques, sont susceptibles de transformation, c'est-à-dire par exemple se détériorer dans le temps, ou un édifice qui va progressivement devenir une ruine, les objets d'immanence allographique ne peuvent se transformer sans altération au sens fort, c'est-à-dire sans devenir d'autres. La mise en scène donc d'un texte va permettre alors de devenir un exemplaire de cette œuvre, une autre œuvre. Finalement, cette affirmation de l'infinité de lecture d'un même texte par ses mises en scène fait plus généralement référence à l'intertextualité, donc qui est un concept qui est initié en 1966 par la linguiste et sémiologue Julia Kristeva. Ainsi, pour elle, l'intertextualité désigne le tissage de plusieurs textes au sein d'un seul texte donné. Et dans son article « Bakhtin, le mot, le dialogue et le roman » de 1967, elle va donc se référer aux philosophes et insister sur la dimension polyphonique et dialogique du texte. En effet, le texte ne possède pas un sens unique et un seul discours monologique dominé par la voix de l'auteur. En effet, dans l'article de Roland Barthes intitulé « Théorie du texte » et paru en 1973, il affirme que l'analyse textuelle récuse l'idée d'un signifié dernier. L'œuvre ne s'arrête pas, ne se ferme pas. Il s'agit moins dès lors d'expliquer ou même de décrire que d'entrer dans le jeu des signifiants, de les énumérer peut-être, mais sans les hiérarchiser. L'analyse textuelle est pluraliste. Le texte regorge alors de signifiants dont les signifiés sont infinis, ce qui va progressivement justifier l'interprétation libre des metteurs en scène. Comme le souligne également Roland Barthes, tout texte est un intertexte, d'autres textes sont présents en lui à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables. Les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante. Tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. C'est donc à partir de ce constat que les metteurs en scène vont s'émanciper des carcans traditionnels de la mise en scène et du textocentrisme, donc je vais l'expliciter juste après,
en proposant leur propre interprétation et lecture. Et c'est également à partir de ce phénomène que Hansis Lehmann, qui est un spécialiste... je me suis perdue. Qui est spécialiste allemand, chercheur et professeur de théâtre, établit sa théorie du théâtre post-dramatique. La liberté et l'autonomie que le metteur en scène se confère progressivement face au texte est un phénomène qu'il va observer depuis les années 80. Les premières critiques envers une conception purement philologique, c'est-à-dire le fait de rétablir parfaitement un texte sur la scène, donc ces critiques-là vont commencer à émerger. Le metteur en scène donc va proposer sa propre lecture du texte dramatique. Ainsi, on peut se poser la question, dans quelle mesure l'art de la mise en scène est-il allographique, c'est-à-dire révélateur d'une pratique intrinsèquement interprétative et libre, et comment va se manifester cette liberté par le metteur en scène. Alors, pour décrire cette tendance qui s'étend dès les années 80 à aujourd'hui, Hansis Lehmann propose le terme de théâtre post-dramatique. Il offre dans son ouvrage des analyses pour désigner ces nouvelles formes de théâtre en tant qu'art de la pratique scénique qui ont su se créer une place centrale parmi la production théâtrale. Il va dénombrer 3 grands principes centraux pour décrire cette tendance. Le premier, la déliaison de la narration. Par exemple, l'histoire va se dérouler avec des moments de dissociation et va comporter plusieurs ellipses temporelles. La narration peut être également interrompue par les commentaires ou des improvisations de la part des acteurs, et ce qui va participer à briser le fameux 4e mur. Il constate également la déliaison de l'acteur et du personnage, c'est-à-dire qu'un acteur peut jouer plusieurs personnages, ou alors plusieurs acteurs vont jouer différents personnages. Donc on le verra plus tard dans un exemple. Parfois c'est l'acteur qui parle, parfois c'est le personnage, et donc ça va créer une ambiguïté pour le spectateur. On va donc se poser la question, mais qui parle à ce moment précis de la représentation ? Il va observer également la déliaison du pacte fictionnel, donc qui est aussi relatif à cette abolition du 4e mur. Les spectateurs vont être de moins en moins passifs, ils vont être de plus en plus sollicités à participer, et finalement les metteurs en scène contemporains vont rechercher à susciter une réflexion, éveiller la perception du spectateur et non plus son adhésion comme les mises en scène traditionnelles. Un jeu avec le réel est mis en place par le témoignage et aussi donc par cette ambiguïté de la figure de l'acteur et du personnage. Finalement, Lehmann va souligner également ce que j'ai évoqué plus tôt, la fin du textocentrisme, c'est-à-dire la fin du primat du texte sur la représentation scénique. Les metteurs en scène ont acquis une plus grande liberté quant à la représentation du texte. Ils vont donc expérimenter d'autres langages esthétiques, le langage corporel, le langage visuel, le langage plastique, et grâce notamment aux nouvelles technologies. Avec la fin du textocentrisme, c'est plus généralement la fin d'une hiérarchie entre les arts qui est défendue. Le théâtre va s'allier à la danse, à la musique, aux arts plastiques et visuels. Il y a réellement un décloisonnement des pratiques. La scène va devenir interartistique et le lieu d'une dynamique des transgressions et d'un mélange des genres. Ainsi, de nombreux metteurs en scène mettent en avant leurs pratiques pluridisciplinaires dans leur représentation. Catherine Boucaud, qui est professeure au sein de l'Université libre de Bruxelles et dont les recherches portent particulièrement sur les formes spectaculaires interartistiques, va souligner dans son ouvrage Théâtre et réception, le spectateur post-dramatique, que le texte post-dramatique réfute le statut dramatique du texte. Ce dernier est exploité comme un matériau, inscrit dans une dynamique scénique qui ne lui est pas assujettie et au sein de laquelle il n'est qu'un élément parmi d'autres. Le texte perd donc son statut dramatique pour devenir une matière scénique malléable. Le texte ne communique plus prioritairement et n'est plus le vecteur de l'univers dramatique. Donc, afin d'illustrer mon propos, je vous propose de traverser certaines mises en scène, donc 2 particulièrement, qui vont témoigner de cette tendance post-dramatique. La première, c'est celle d'Antoine Vitesse de 1986. Donc Antoine Vitesse, que l'on peut qualifier de metteur en scène contemporain d'avant-garde. Par exemple, la mise en scène d'Élec d'Antoine Vitesse témoigne d'une actualisation de la tragédie grecque de Sophocle, qui a été écrite en 414 avant Jésus-Christ. Le mythe d'Élec de Sophocle évoque à la fois un drame familial et une réflexion plus politique sur le pouvoir et sa légitimité. Le père d'Électre, donc Agamemnon, roi de Mycène, a été assassiné par Clytemnestre, la mère d'Électre, et son amant Égiste.
Ils vont régner désormais sur la cité et Électre va dès lors vouloir venger son père défunt et finira par tuer sa propre mère et son amant. Dans un premier temps, on note que les costumes sont actuels. On devine un trench, un chapeau, une veste cintrée. Les drapés antiques sont totalement éclipsés. Égiste, que l'on voit fumer donc, sur cette image, Égiste représente l'usurpateur. Il s'apparente à un homme d'affaires riche et avide de pouvoir. Le décor et les accessoires sont également quotidiens et évoquent l'intérieur d'une maison contemporaine. L'espace scénique évoque à la fois la chambre à coucher avec un lit, une table de nuit, un miroir sur pied, et puis on a aussi la cuisine avec une table sur laquelle sont posées tasses et cafetières, ainsi qu'un vieux poste de radio. Il y a donc une actualisation du mythe grec transposé dans la Grèce contemporaine. En effet, les dénonciations du metteur en scène sont ancrées dans son temps. C'est une mise en scène qui est orientée vers l'histoire politique de la Grèce des années 1980 et plus particulièrement après la chute de la dictature des colonels en 1974. À cette époque, le régime a rétabli la censure et a emprisonné de nombreux intellectuels et artistes proches du metteur en scène. Égiste, l'usurpateur du pouvoir, est en réalité en fait la personnification des colonels, donc de ce régime-là. Donc, par l'actualisation du mythe d'Électre, Vitesse va prouver la transhistoricité du texte dramatique et sa résonance dans le présent. Vitesse insiste sur le caractère intemporel du mythe de Sophocle en éclipsant son caractère antique. Ce choix lui vaut de nombreuses critiques de ses contemporains qui affirment la trahison de Vitesse envers l'œuvre originale. Mais Vitesse leur répond intransigeant. Le problème de la mise en scène est le même. Il n'y a pas de mise en scène fidèle d'une œuvre. La mise en scène ne peut pas être une mise en image, une illustration d'un texte dont on chercherait à illustrer le sens. La mise en scène ne peut jamais être qu'une lecture, et c'est sa gloire. Quand je lis le texte ancien, je le lis avec tout ce que je sais de lui et d'autres, et tout ce que j'ai envie d'y apporter. Il n'y a jamais de trahison ou d'infidélité, ça n'existe pas. Pour moi, les textes sont des épaves du temps dans la mémoire collective. Il faut les réutiliser, les démonter, les remonter. J'aime beaucoup par goût le non-respect des œuvres du passé. Pour Vitesse, son travail s'inscrit donc dans une pensée de la réécriture, et donc de l'intertextualité. Une œuvre qui, selon lui, par essence, est polyphonique, dialogique, car elle abrite en son sein une multiplicité de voix. Ainsi, la radio que j'ai évoquée va diffuser le texte de Sophocle en grec ancien, et va rappeler aussi le statut mythologique de l'histoire ainsi que sa résonance dans le présent. J'ai un deuxième exemple de mise en scène que je voudrais évoquer, c'est celui du metteur en scène Jean-René Lemoine, Médée, poème enragé, une mise en scène de 2014. Il s'est donc approprié le mythe de Médée pour évoquer sa propre histoire. Le mythe évoque le tragique destin de Médée. Donc Médée est une magicienne, pour rappel, qui est tombée amoureuse de Jason, qui est venu sur ses terres récupérer la toison d'or. Afin de l'aider dans sa tâche, elle va tuer son propre frère et va devoir fuir sa contrée natale, la Colchide. En exil avec Jason, elle donne naissance à plusieurs enfants, mais Jason la répudie et va s'enfuir avec une autre femme. Médée va commettre un infanticide, donc tuer ses propres enfants, et elle sera bannie perpétuellement à la recherche d'une terre, d'une identité. Et c'est au travers de ce mythe que Jean-René Lemoine souhaite évoquer ses origines haïtiennes et françaises et cette quête identitaire métissée qui le tourmente. En effet, avec ce seul en scène, il s'identifie au personnage et joue ce rôle d'apatride. La déliaison entre l'acteur et du personnage est totale. Et on se demande qui parle pendant toute la représentation. À cette scénographie épurée, il y ajoute de la pluridisciplinarité. Chant, danse, slam, il manipule le texte, le coupe, le modifie, le scande, le hurle, le chuchote, le chante, et il est accompagné d'un musicien. Il va aussi y incorporer ses propres textes qui vont appuyer l'actualisation du mythe. Par exemple, il dit « Nous avons erré de ville en ville, j'ai accouché dans des hôtels, fait, défait, refait des valises, allaité mes enfants sur le bord de la route. » Il ajoute aussi « Mes fils jouent dans la piscine, sous le ciel rouge, je me déshabille, j'entre dans l'eau, j'enlève leur brassard, je dis « N'ayez pas peur, maman est avec vous pour toujours. » Finalement, le mythe de Médée, de la mère infanticide, de la femme exilée et de l'amoureuse bafouée est pour lui révélateur de problématiques encore très actuelles. Dans un entretien mené par Jean-François Perrier, il dit « Avec ce projet, je tente de faire une sorte d'autoportrait en Médée, comme le brosserait un peintre. Médée, poème enragé, raconte ce que je suis et parle des ambiguïtés, celle d'être façonnée par des terres différentes, celle de la masculinité et de la féminité.
Il insiste également donc sur le caractère transhistorique de l'œuvre. Je voulais faire trésor de cette histoire pour parler d'aujourd'hui. La mythologie raconte des fables qui contiennent un regard sur le monde, qui posent des questions, qui s'intéressent à la place de l'homme dans la société, même et surtout lorsqu'il la transgresse. Je souhaitais aussi évoquer ce tourbillon dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Médée, déshumanisée mais consciente, prête son corps à Jason, mais aussi à Créon et à d'autres. Cette instrumentalisation des corps est pour moi très contemporaine. Donc Jean René Lemoine va conclure cette interview en confiant. Médée, poème enragé, est un monologue polyphonique que je souhaitais traverser à la première personne. Pour conclure, j'aimerais évoquer l'ouvrage coécrit par Jean-Pierre Ringart, professeur en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, et Julie Sermon, qui est maître de conférences en études théâtrales à l'université Lyon 2 et également dramaturge. C'est un ouvrage qui est paru en 2012 et intitulé Théâtre du XXIe siècle, commencement. En effet, les deux auteurs évoquent cette tendance post-dramatique qui se traduit donc par, nous l'avons vu, l'émancipation du metteur en scène face au texte original. Scène et texte devraient être appréhendés, selon eux, sans hiérarchie, de manière hybride et complémentaire. Ainsi, les auteurs soulignent que les transformations dramaturgiques des années 80 ont été capitales, et tout se passe comme si elles avaient achevé d'autoriser les auteurs à se libérer des modèles classiques de la forme dramatique et surtout d'envisager avec davantage d'invention leur relation à la scène. Il serait donc absurde d'opposer les écritures textuelles aux écritures scéniques en dressant d'inutiles frontières. Il est plus utile de voir comment fructifie l'héritage. Plus encore, dans le chapitre 2 intitulé « Fabrique d'écriture », Jean-Pierre Ringart propose le néologisme d'auteur en scène pour désigner les metteurs en scène contemporains qui donc participent à cette réécriture scénique du texte. Ainsi, je le cite, « Le rapport que ces créateurs entretiennent avec la composition est pourtant multiple. Ne se contentant pas d'un rôle dans la chaîne de production théâtrale, ils y déplient différents langages. Leur geste d'écrivain se décline sur le plateau sous plusieurs formes, textuelles, plastiques, chorégraphiques. Intériorisant pour mieux l'effacer la dichotomie entre le texte et la scène, ils proposent une redéfinition de la relation qui les unit. En effet, on y voit donc la fin d'une binarité ou d'une hiérarchie entre le texte et sa représentation scénique. Et comme va l'affirmer Ringart, les transformations du texte, réduction, concentration, intertextualité ou réécriture vont plutôt dans le sens d'une mise au présent, de formes d'actualisation qui prennent en compte le spectateur. Pour conclure, les théories sur le dialogisme des œuvres et l'intertextualité, donc les théories structurelles des années 60, ainsi que les premières expérimentations scéniques des années 1980, vont donc permettre aux metteurs en scène contemporains d'émanciper leurs pratiques, de désacraliser le texte et de solliciter de plus en plus le spectateur et sa participation. Voilà. Merci Valentine. Sérieux, évidemment. Vous êtes élu pratiquement les 20 minutes. C'est vrai. Ah, je suis désolée. Bon, ça va simplement raccourcir la période. Désolée. Je pense que tout ça est très, très clair et cohérent. Ce que vous nous avez expliqué, fort intéressant. Je questionne toutefois la place de cette idée de gallographie là-dedans dont vous avez apparemment pas vraiment besoin. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Allographique dans le sens où Genette disait que donc il dissociait les œuvres autographiques des œuvres allographiques. Les œuvres, ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas dans son propos, c'est que les œuvres autographiques qui sont matérielles, elles, subissent des transformations, tandis que les œuvres allographiques vont voyager dans le temps et leur sens peut changer. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je sais pas, je trouvais que c'était pertinent et que ça renvoyait aussi à Julia Kristeva et ce concept d'intertextualité et le fait que les œuvres en fait puissent dialoguer entre elles et transcender le temps et le principe d'intertextualité est beaucoup plus opérationnel relativement à ce que vous expliquez, relativement aux objets d'étude en fait. Okay. Parce que vous plaquez quelque chose qui est déjà holographique, c'est-à-dire le texte théâtral, vous mettez l'aspect mise en scène par là-dessus, alors ça nous fait une espèce de
nœud dont D'accord. on ne sait pas trop quoi faire. Si vous y réfléchissez bien, vous avez posé la notion d'allographie au départ pour mieux la faire disparaître, alors que la notion d'intertextualité, elle vous suit. D'accord. Alors, quand vous faites des choses comme ça, posez-vous la question s'il n'y a pas un terme qui est plaqué. Ok, parce que justement, par allographie, Jeannette parlait donc de ces manifestations et de ces exécutions dans le temps. Et donc, je trouvais ça pertinent de le rappeler qu'effectivement, les mises en scène constituent des manifestations du texte. À ce moment-là, c'est le texte qui devient allographique. Vous voyez, c'est le texte qui reste allographique. Votre mise en scène est quelque chose qui fait la preuve que cet objet est un objet allographique, tout simplement. D'accord. Donc, comme je vous dis, réfléchissez quand même ces liens intertextualité et graphique. D'autres questions? Puis moi, j'ai un peu lourd, mais c'est parfait nécessaire. On se force un peu. Dans la notation de cette pièce à travers le temps, est-ce que tu considères que c'est une adaptation par rapport à la société même? Une forme d'ouverture peut-être différente du premier texte à l'origine? Ah oui, totalement. Mais je pense que c'est l'ambition du metteur en scène, c'est de actualiser le texte, de le faire résonner dans leur présent. Comme je l'ai évoqué avec Antoine Vitesse, lui, voilà, et c'était pour dénoncer ce régime-là de la dictature des colonels. Et puis, pareillement, avec Jean-René Lemoine, qui, lui, essaie de dénoncer la figure de la femme, de parler aussi de lui. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a une actualisation et que c'est en lien avec le contexte de cette représentation, de cette mise en scène. Oui. Il me semble aussi qu'avec le théâtre post-dramatique, il y a comme un changement, il y a une nouvelle sorte d'interaction entre le public et les acteurs et le reste de l'œuvre. On dirait qu'il y a comme peut-être un changement du rôle du public. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où, comme je l'ai dit, le public est sollicité à participer dans certaines mises en scène. Il y a aussi le fait de briser le quatrième mur. Notamment, je pense à la mise en scène de Guillaume Bayard, qui a repris le Tartuffe de Molière, qui est un seul en scène également, et où il va scruter le public, lui poser des questions en incarnant toujours ce personnage de Tartuffe. Donc on essaie en fait, dans cette tendance post-dramatique, le metteur en scène essaie de bousculer un peu le spectateur, de le mener à une certaine réflexion et une prise de conscience de son propre... De son présent en fait. Donc oui. J'imagine d'intégrer ce qui ressort de ces interactions-là dans l'œuvre. Oui, totalement. Et de plus en plus, je l'ai pas développé, donc voilà, faute de temps, en plus j'ai dépassé mon quota. Mais par exemple, Catherine Boucaud, elle évoque donc dans son ouvrage, elle parle essentiellement du spectateur post-dramatique. Et il y a progressivement, il y a des mises en scène très nombreuses où le spectateur est invité à participer. Parfois même, il y a un circuit qui est organisé. J'ai oublié le nom de cette mise en scène. Mais il y a eu un festival à la Villette qui s'est déroulé l'année dernière où vraiment le spectateur était au cœur des mises en scène et où il y avait une interaction entre cette pseudo-fiction et la réalité du spectateur. Donc vraiment, il y a cette tendance-là qui s'observe de créer un lien ou alors de créer une confrontation avec le spectateur, de l'intégrer. Oui. Est-ce que tu penses que le metteur en scène, il a tous les droits Mais c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a tous les droits? En tout cas, il se les donne, ça c'est sûr. Je pense notamment à Romeo Castellucci. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un metteur en scène qui est très controversé, qui réalise des mises en scène qui ont été qualifiées de blasphématoires. C'est pour ça en fait qu'on remarque que les metteurs en scène vont adapter des textes dont les auteurs sont morts. Enfin, pardon, c'est un peu... mais je veux dire, c'est beaucoup de mythes, ou alors, Molière, Shakespeare... parce qu'il y a aussi cette problématique du conflit entre l'auteur et le metteur en scène, mais j'ai l'impression que
en tout cas, actuellement, le metteur en scène est l'auteur de sa mise en scène. Il est le dramaturge, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en scène des textes de dramaturges contemporains parce que ces dramaturges-là n'existent plus. Ils sont eux-mêmes metteurs en scène de leurs propres textes. Donc, oui, je pense qu'il doit forcément y avoir des limites. En tout cas, ça en fait beaucoup parler. Au Festival d'Avignon, Romeo Castellucci avait mis en scène dans la cour des papes du concept du visage du Fils de Dieu. C'est ça en 2011. Et voilà, il y a eu des réactions très fortes de la part du public. Certains spectateurs sont carrément sortis ou se sont plaints, ont crié lors de la représentation. Et effectivement, pendant la représentation, voilà, il y a l'acteur qui va déféquer sur scène partout. Donc il y a aussi ce rapport olfactif des spectateurs qui vont sentir ça. Et puis il y a aussi un grand portrait du Christ qui scrute le spectateur et qui va finalement déranger. C'est-à-dire que le spectateur regarde la mise en scène, mais en même temps il a l'impression d'être regardé. Donc, il y a aussi cet aspect de voyeurisme qui dérange beaucoup. Et puis Castellucci va finir par déchirer ce portrait du Christ et le trouer, le fissurer. Et il y aura de vives réactions, notamment de la part d'associations catholiques qui vont demander l'arrêt des représentations. Ça avance que ce soit une question qui nécessite une réponse de 30 secondes ou 2 secondes. Non, c'est une petite remarque. C'est une petite remarque à l'idée. Vas-y. Le problème, il est plus au niveau du public, plus que dans l'intention de l'auteur, en fait. Il est au niveau du public, c'est sûr, mais il est au niveau... il y a aussi quand même la problématique. Par exemple, Antoine Vitesse avait mis en scène le Tartuffe de Molière et il a reçu de vives critiques parce que plusieurs... ses contemporains lui ont dit écoute, c'est une trahison du texte de Molière parce qu'il a interprété Tartuffe autrement. Et sur scène, Tartuffe était vraiment... Il a exacerbé ce rôle-là de faux dévot. Et puis les autres personnages ne voyaient... Donc il y a quand même... Bien sûr que ça concerne le public, mais ça concerne également le sens premier du texte et sa mise en scène. Après voilà. Juste une petite remarque. Oui. Puisqu'il est question d'intersexualité qui se raccroche parfaitement à ce que vous venez de dire, il faudrait voir s'il y a des traces de ces choses-là qui subsistent dans les mises en scène qui viennent par la suite. Est-ce qu'il devient possible de jouer Médée d'une façon traditionnelle après toutes ces possibilités? Qu'est-ce qui s'inscrit dans le futur de Médée? Okay. Alors on s'arrête là, merci Valentine.